Notre équipe de tournage savait que tu t'en venais, puis on dit « Ah, qui c'est qui s'informe sur nos invités? » Quand on a parlé d'hypnose, il y a eu certaines réactions de peur parce que Mesmer ressort. Mais c'est pas Mesmer, c'est Mesmarie. Est-ce que tu peux expliquer un peu aux téléspectateurs c'est quoi un rebirth? Quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit, ben voyons donc, je suis dans une secte. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la médication? J'aurais eu le choix de prendre une médication pour me relaxer les nerfs, mais mon ami est arrivé. C'est lifesaver. J'avais tellement mal, j'étais tellement en souffrance que je me suis dit, garde, c'est ça où je meurs. Puis ça s'appelait un rebirth. À partir de ça, pour moi, ça a fait qu'il y a une Marie avant, puis il y a une Marie après. Je suis Mélina Russell. Je suis Marie-Christine Martel et nous sommes accompagnés de Giovanni aujourd'hui. Mais Giovanni n'est pas venu seul. Non. Giovanni est venu avec une grande dame que j'adore, du nom de Marie Boulanger, la seule et unique. C'est moi. On l'appelle la tisserande de conscience, l'éclaireuse de l'être. Wow! Ouais. Il y a de ces personnes qui pensent en ligne droite. Et puis, il y a celles qui pensent en ligne de constellation. Marie Boulanger fait partie de ces esprits qui ne suivent pas les sentiers battus, mais qui les réinventent. Fondatrice de l'Institut d'hypnose globale du Québec, accompagnante, enseignante et éclaireuse sensible, elle incarne une approche de l'évolution personnelle où l'être reprend sa place au centre, au-delà des cadres figés des étiquettes. C'était toute qu'une phrase. C'est poétique. Nous avions envie d'autre chose qu'une simple entrevue. Ouais. Nous voulions une conversation vivante, ouverte, comme un espace d'exploration. Une invitation à penser, ressentir, dériver et peut-être même se laisser transformer. Marie, c'est moi. Bienvenue. Dans notre espace. Je suis dans votre espace. J'apprécie grandement l'invitation. Merci pour la Merci à route toi. aussi. Oui, merci. Puis merci de nous introduire à la petite bête. À la créature. Qui sert de chien thérapeutique. Oui, c'est mon allié, mon petit chien thérapeutique qui accompagne les clients et moi-même pendant les journées où est-ce que j'accompagne en cabinet d'hypnose des clients qui viennent prendre soin d'eux, qui viennent découvrir la recherche et voir les scénarios inconscients qui ont été créés, vraiment comme ouvrir des boîtes pour pouvoir libérer l'espace qui est là pour eux. Et bien, cette créature-là, qui est magnifique, vient s'installer sur eux, puis vient les accompagner en créant de la sécurité, un safe space. Pour expliquer un peu aux gens qu'est-ce que tu fais à la base de l'hypnose. Oui. C'est ton corps, mais qui a pris de l'expansion à travers les années avec le breathwork. Oh my God. Ensuite, tu l'enseignes. Tu as pas une académie, mais Un institut, un oui. institut. Oui. Et récemment, j'ai vu des vidéos qui m'ont frappée. Je sais pas, ça m'a touchée. Qui s'appelle l'hypnose médicale. Ouais. Il y a plein de choses dont je vais vous parler. Parce que là, c'est comme si tu as le panier de fraises, puis là, tu fais comme une à la fois. Il y a tellement de fraises avec des goûts, des saveurs différentes, des axes d'approche différentes. Bien, peut-être on peut construire un peu l'histoire pour les gens parce que tu m'as quand même confié que tu étais une enfant atypique. Beaucoup de gens vont se reconnaître sûrement parce que c'est plus actuel. Les gens parlent plus aujourd'hui qu'à l'époque. Exact. À l'époque, c'est bien de le dire parce que j'ai quand même, j'assume très bien mes 56 ans. Donc, j'ai quand même 56 ans d'histoire. Bon, je ne les fais pas. Vous allez dire que c'est bien quand même. Mais l'idée derrière tout je le fais pas et tout, et le personnage, disons, qui est là, a débuté quand même très jeune. Donc, mon histoire, moi, débute très jeune, débute dans les premiers programmes du projet que mes parents avaient de m'avoir, moi. Donc, je suis issue d'une famille francophone de Sherbrooke, initiée là. Et très rapidement, je viens au monde très facilement. Donc, je me rappelle que ma mère m'a raconté. OK. Parce qu'il y en a qui ont des mémoires de leur naissance. Oui.
ben, dans la mémoire de ma naissance, moi, je suis arrivée très, très rapidement. Très rapidement, très rapidement. Puis en arrivant très rapidement, ma mère m'a expliqué que j'ai monté sur son épaule et j'ai fait « Oui, la vie! » Ah J'ai fait comme, hein? J'étais comme curieuse, j'avais les yeux ouverts déjà. Et j'étais vraiment à un niveau de conscience où est-ce que je ramenais du stock d'ailleurs. Une personne happy, heureuse, fondamentalement curieuse. Donc, j'arrive avec une curiosité déjà d'emblée. Et la curiosité vient avec une arrivée sur Terre très rapide qui a créé de l'anxiété. Donc, j'arrive déjà avec un niveau d'anxiété très, très prononcé. Très, très prononcé. Où je fais, là, on aurait un diagnostic, on aurait des sueurs froides, de l'anxiété, j'ai peur d'attraper des maladies, j'ai peur d'exister, mais très, très jeune. Et là, très jeune, ma mère, qui est une femme à l'avance de son temps, c'est une féministe, une Jeannette Bertrand. Et dans tout ce qu'elle essayait de m'expliquer pour m'accompagner dans sa maladresse aussi, mais quand même dans tout ce qu'elle connaissait, elle m'a initiée à la méditation transcendantale. Méditation transcendantale à l'époque. À 6-7 ans, là. Ouais. Je suis quand même à 9 ans. OK, J'ai eu le temps d'être stressée Ouais, quand même, ça. 7 OK, ans. c'est ça. Fait qu'à 9 ans, comme je me peux plus, je suis également, si j'avais eu un diagnostic, on aurait dit que dans mon atypie, j'ai un TDAH exposant 10H. J'étais partout, puis nulle part en même temps. J'essayais de courir partout. J'étais anxieuse. Donc, j'étais quand même vraiment très intense, jeune. Et de cette intensité-là, à l'école, quand tu as une personne qui est intense comme ça, puis qu'il y a des troubles d'apprentissage ou des déficits d'attention, d'apprentissage, bien, elle doit développer ce qu'on appelle les compétences transversales. Puis dans mes compétences transversales, j'ai développé l'humour, j'ai développé la joie, j'ai développé les connaissances. Puis à partir de ça, bien, quand j'ai été initiée à la méditation, bien, après ça, je me suis dit, bien, c'est sûr que cet état-là, si je suis capable de le faire, puis là, j'ai déjà 9 ans, là. Si je suis capable de prendre cet état-là, je suis capable de comprendre qu'il y a beaucoup d'autres choses qui existent que mon comportement ou mon pattern que je vis au quotidien. Donc, ça a commencé comme ça. Pas trop certaine, là, tu sais, je suis dans une pièce avec un gourou. À cette époque-là, c'était comme weird, là. C'était comme les tambourines puis les trucs olé. Puis, ben, je suis dans une pièce comme ça. Et là, il y a une marguerite. Il y a un plan de marguerite. Puis là, il y a une marguerite que la pétale est tombée. Puis là, je comme pogne un fixe. Puis là, comme tout arrête autour de moi. Et je me dis, OK, je peux être dans un état. Je sais pas à ce moment-là que ça s'appelle un état altéré de la conscience, mais cet état-là, j'étais bien. Alors, c'est comme si j'avais pris aujourd'hui une médication qui m'aurait complètement calmée et altéré ma conscience. Donc, c'est commencé comme ça. Alors déjà, je suis curieuse. Et là, après ça, ça commence à s'aggraver. Ça s'aggrave parce que j'ai des troubles d'apprentissage à l'école. Donc, je suis le odd one out. C'est moi qui est la drôle. Je suis la petite vite, la petite comique, mais je m'organise de tout. Je suis présidente de classe. J'ai des amis partout. Pas tant d'amis vrais, mais plein d'amis partout pour prendre le show, prendre la relève, exister, puis être admirée, puis me dire « Waouh, ça va bien ». J'ai une question pour toi parce que j'ai une petite Marie, moi, à la maison. Oui. C'est pour ça que je me demandais comment Il elle allait. manque quelques lettres. Elle s'appelle Mia. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la médication? C'est quoi ton œil, ton regard, parce que tu as vécu ça, puis aujourd'hui, c'est là où les systèmes scolaires, médicaux vont nous amener. C'est quoi ta vision? Tu as tellement une bonne question parce que ça me permet de voir que en ce moment, moi, puis déjà, dans mon histoire, je suis une enseignante. Oui. Donc, moi, j'ai enseigné 25 ans à l'ordre secondaire. Dans les premières années d'enseignement, il n'y avait aucune médication. Tout était comme gestion de classe, etc. On respirait. Tu sais, on faisait comme, prends une respiration, calme-toi le pompon, ça va bien aller. Je te touche, t'es kinesthésique, je te touche, tu t'apprends mieux. T'es visuel, je le fais visuellement. Fait qu'on a comme ces bases-là au début. Puis, dans les 5 dernières années, vous allez halluciner parce que j'ai une statistique. Dans ma classe, mon groupe classe, sur 30 étudiants, j'en ai 19 qui prennent une médication. Les garçons. Tu parles les 5 dernières années, Les 5 dernières années où j'ai enseigné. Où tu as Où j'ai enseigné. enseigné, donc ça fait 6 ans, Ouais. donc 5 années avant.
Vous ferez le calcul. Non, c'est ça, mais je voulais juste savoir. Oui, c'est ça. C'est dernièrement, c'est dans les 10, 15 dernières années. Si longtemps, oui. Les 5 dernières années, j'avais plein d'enfants, garçons, qui étaient médicamentés. Pour moi, personnellement, je n'ai pas eu de médication et ça a quand même très bien été mon parcours et tout ça. Et le parcours où je ne fit pas dans un cadre d'une école, j'ai trouvé des stratégies alternatives pour me permettre des coping mechanisms qu'on appelle en anglais, des mécanismes d'adaptation. Et ces mécanismes-là m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui. Donc, j'ai jamais eu de médication. Est-ce que aujourd'hui, je suis du même avis? Je ne répondrai pas sans la présence de mon avocat. I love that! Mais ceci étant dit, mon opinion personnelle, c'est que si moi, j'ai été capable de ne pas être médicamentée avec un TDAH, un trouble anxieux grave et tout ça, c'est qu'il existe, à l'extérieur de tout ce qu'on connaît, d'autres stratégies d'apprentissage et d'adaptation. Donc, mon point de vue sur ça, c'est que c'est comme en urgence, oui. En urgence, moi, je te lance un lifesaver. Puis après ça, je vais aller te relayer, je vais te ramener à la maison. Puis après que je t'ai ramené à la maison, je vais dire, OK, là, il y a quelque chose. Puis là, je vais te donner d'autres outils pour pouvoir t'accompagner. Donc, entre les lignes, vous êtes capable de lire mon point de vue là-dessus et je ne suis pas contre. Au contraire, moi, j'ai envie que la médecine s'ouvre à toute la science allotropique, comme on dit. Non, on dit la science holistique. Qui permet la globalité de l'être. Donc, c'est plus là que je me situe. Donc, pour répondre à ta question, il faut lire entre les lignes. Dis-moi, c'est quoi qui fait que tu quittes l'enseignement pour complètement aller te dédier à l'humain? OK. J'ai fait le tour de l'enseignement. Après 25 ans en enseignement, où je considère qu'on prend des enfants comme s'il y avait un grand nuage avec des licornes, avec des couleurs et tout ça, puis qu'on prend les étoiles, puis on les met dans un carré. Je trouve ça très difficile de prendre un enfant avec tout ce qu'il est dans toute sa vibe et toute sa puissance et ensuite venir le mettre dans un cadre très rigide, très précis où on coupe les ailes, on coupe les pointes de l'étoile. On met dans une boîte, pour être dans une boîte, mais une boîte qui est conforme à une société dans laquelle on habite. Donc, évaluer tout le monde, puis j'avais vu un genre de meme sur Facebook à un moment donné où Einstein expliquait c'est génial de comparer les gens dans une école et tout ça, mais si j'ai un poisson puis je lui demande de monter l'arbre, si j'ai un singe que je lui demande de monter l'arbre et un ours que je lui demande de monter l'arbre, il n'y en a pas qui vont réussir, ils vont être évalués selon non leurs compétences, mais même selon leur être propre. Voilà. Tellement. Donc, comment j'ai quitté? C'est quand même très complexe comment j'ai quitté. S'il ne m'était pas arrivé quelque chose de quand même dramatique et grave, j'aurais jamais quitté l'enseignement parce que c'était confortable pour moi. J'étais la star, Miss Baker. On développait le tapis rouge. Je faisais des pièces de théâtre, des spectacles. Je m'amusais. J'ai enseigné les arts plastiques. J'ai enseigné les sciences, la biologie. J'ai enseigné toutes les matières imaginables et possibles. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai jamais vraiment, au début de l'enseignement, j'ai jamais vraiment enseigné la matière en tant que telle. J'ai créé des liens. J'ai créé des liens, puis à un moment donné, ça s'appelle, je savais pas, de l'hypnose conversationnelle. J'ai été tisser des liens pour savoir qu'est-ce qui me ressemble, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui fait qu'on est confortable, qu'est-ce qui fait que qui es-tu, qu'est-ce qui se passe. Puis quand la personne se sent confortable, après, elle accepte les suggestions, puis elle mange dans tes mains. Donc, ce qui est génial dans tout ça, c'est que au fur et à mesure que ça a avancé, j'ai commencé, moi, à évoluer parce qu'il y a un point marquant, pendant que j'enseignais, il y a un point marquant où, dans le début de l'enseignement, j'ai vécu ce qu'on appelle du trouble anxieux généralisé. Mais par-dessus ça, j'ai fait du trouble panique. Et le trouble panique, c'est assez anxiogène, c'est que c'était spécifique. Quand mes étudiants, on était à l'automne particulièrement, quand ça a déclenché, quand mes étudiants travaillaient en équipe, il faisait un bruit d'équipe. Quand ce bruit d'équipe-là partait, je commençais à me sentir anxieuse.
Et j'avais un looping dans ma tête qui disait « Ah non, je vais m'évanouir ». Et là, je me mettais à respirer hyper rapidement, puis je me disais « Je vais mourir. Je vais mourir devant eux, ces enfants-là. Je vais mourir devant eux. » Zéro logique. Il n'y a rien de rationnel ici, là. Et là, je me mettais sur le bord des murs et je sortais, puis je m'écrasais à la table, puis je me disais « OK, je suis pas morte. Je suis là. Ah oui. Je suis encore là. » Mais ça, ce que ça a fait, c'est qu'à partir de ce trauma-là, ça va en s'agglomérant, en amplifiant. Et plus ça s'amplifiait, plus je ne voulais même plus sortir de chez moi. Fait que là, je vous passe toute l'histoire, mais je sortais plus chez moi, les restos, machin, tout ça. C'est comme, j'étais peinturée dans le coin de ma maison à me dire, ben, je vais essayer de m'adapter. Je suis quelqu'un qui m'adapte. Je vais commander des choses. Je sortais plus de chez moi. Alors, jusqu'à ce que j'ai un ami, je ne sais pas si c'est un vrai ami ou si c'est une connaissance, mais cet ami-là m'a mis en contact avec un endroit à Knowlton où j'ai pu vivre une expérience altérée de la conscience qui s'appelle une expérience de renaissance. Et à partir de ça, pour moi, ça a fait, il y a une Marie avant, puis il y a une Marie après. Alors, à partir de ça, moi, je traversais pas les ponts, je sortais plus de chez moi, je pouvais pas aller au resto, j'étais comme confinée chez moi. J'aurais eu le choix de prendre une médication pour me relaxer les nerfs, mais mon ami est arrivé. C'est Lifesaver. Il dit « Marie! » Il m'a mis un bandeau, il m'a attaché, il m'a mis dans le coffre à gants. Puis on est parti, puis on a vécu cette histoire-là vraiment étrange, vraiment weird. Quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit « Ben voyons donc, je suis dans une secte. » Les personnes étaient habillées en blanc, il y en avait qui jouaient du tambour, il y en a d'autres qui étaient comme ils se faisaient des câlins puis tout ça, puis je me disais what am I doing here? Ça fume de l'herbe, là. Ouais, j'hallucinais. Puis j'avais tellement mal, puis j'étais tellement en souffrance que je me suis dit garde, c'est ça où je meurs. Fait que mon why était tellement fort de rester là puis de dire ben je vais essayer ça parce que sinon je meurs. Fait que, puis ça s'appelait un rebirth. Ça s'appelait Renaissance, un rebirth. Ouais. Exactement. Est-ce que tu peux expliquer un peu aux téléspectateurs c'est quoi un rebirth? Rapidement, oui, là. Très rapidement, c'est d'utiliser le souffle, la respiration, pour amener un état d'hypnose, un état altéré de la conscience, pour permettre au corps qui a emmagasiné les mémoires ou les chocs traumatiques ou les traumas de naissance, de l'adolescence, de ce plan parallèle ou d'un autre, ou même du transgénérationnel, parce que ça, c'est les 3 axes d'approche qu'on va parler, de ramasser ce que the body keeps the score, donc le corps se souvient de ça, peu importe où, et de permettre d'avoir une expansion de conscience, et dans cette expansion de conscience-là, laisser le corps libérer le programme. Et quand tu pognes la bonne racine, et c'est ça que je veux dire à tout le monde, c'est que des fois, ça prend plusieurs expériences pour aller jusqu'à la racine. Mais quand tu sors la racine de la problématique, ou quand tu sors la boîte complètement, il ne reste plus rien. Tu me permets de partager que moi aussi, j'aimerais bien. J'ai vécu un rebirth avec toi. Avec moi, exactement. Et c'est drôle parce que tu nous as amenés dans l'aventure sans trop d'explications. Oui. Pour pas qu'on se fasse des schémas puis qu'on se fasse des projections et tout ça. Et j'avoue que quand je suis ressortie de là, je me suis dit, mais quelle secte! C'est donc bien intense! Mais oui, c'est tellement bénéfique. Puis ça a été vraiment, tu as ouvert quelque chose chez moi cette journée-là. Oui, et en je fait, sens que toi, c'est tu ça. as ouvert quelque chose en toi par le pont où je t'ai donné la connaissance. Et c'est ça qui est la nuance entre quelqu'un qui prend le lead puis qui fait un soin à quelqu'un puis que la personne reçoit quelque chose ou quelqu'un qui outille la personne à prendre sa couronne, la mettre sur sa tête ou peut-être la replacer si elle a sacré le camp, juste replacer ça pour que la personne devienne autonome. Découvrir l'intelligence du corps. Ouais. Exactement. Mélina travaille en bodywork somatique, alors c'est quelque chose que vous avez en commun. Je veux qu'on revienne sur le mot pont, parce que tu es un pont entre le monde 3D et le monde 5D. Alors, cette journée-là, tu vis cette expérience-là et c'est le début de quelque chose. C'est le début d'une vie. Rebirth,
revivre, renaître. C'est le début d'une nouvelle vie. Comme si la partie antérieure, du chemin antérieur que j'ai dans mes neurones miroirs, les expériences antérieures, les traumas, les peurs et les anxiétés ou toutes mêmes les comportements positifs qui sont liés à ça parce que ça donne du sens aussi de rester chez nous, là, ça nous protège. Donc, tous ces mécanismes-là, quand ils sont installés, ce qui est le plus fascinant, c'est que avant à après, j'ai plus de peur. Je sors de chez moi, je n'ai plus de peur. J'existe en tant que femme libre. Et ça, pour moi, je me dis, hey, quelqu'un qui est curieux, il fait comme, ben, OK, il y a un problème, là. C'est-à-dire que avant, j'avais ça, je fais ça pendant une fin de semaine, c'est terminé. Fait que je suis plus chez nous, je peux peinturer chez nous, je peux traverser les ponts, je peux avoir du plaisir, je peux faire tout ce qui a besoin d'être fait. Puis, je suis libre. Donc là, c'est là que ça a commencé pour moi. J'ai commencé à... Est-ce qu'on peut prendre 2 secondes? Oui. C'est quoi les messages que tu avais à ce moment-là à l'intérieur de toi quand tu sais, comme il y a eu le flip? Il y a eu le flip. Je peux expliquer le flip. Je l'explique, mais je fais quand même une mise en garde. OK. Le flip, c'est que pour ma part, j'ai pas eu d'image. OK. Je suis pas quelqu'un qui a des images. Même en hypnose, quand je travaille moi-même ou que j'accompagne en hypnose, il faut comprendre que les gens n'ont pas d'image. Il y a 10% de personnes qui voient graphiquement avec des images. OK. Moi, j'ai eu des ressentis. OK. Par contre, j'ai demandé à mon inconscient, 2 ans après, d'avoir l'histoire et le scénario, et je l'ai eu par le rêve. Et je peux vous raconter l'histoire. Dans le fond, dans l'histoire, c'est que j'ai respiré. Et ce type de respiration-là, j'ai respiré pendant 2 heures de temps. OK? Donc, moi, je comprends que quand on fait ça à long terme, on ne fait pas juste un breathwork. Quand on initie cette partie-là à long terme, le corps a la permission, se donne la permission de pouvoir explorer plein d'endroits. Donc, mon corps bougeait physiquement. Comme une crêpe. Je criais, j'étais sur le dos, sur le ventre, en arrière, en avant. Et ça a été comme une affaire super intense. Moi, dans ma tête, je me suis dit, ça doit être comme quand je suis née, très rapidement, et tout, et tout. Mais les personnes qui étaient témoins, parce qu'à cette époque-là, on était dans une petite pièce, puis il y avait des personnes qui étaient témoins. Et il y a une couple de retours qui ont été faits, qui ont dit, on a l'impression que tu étais allé à la guerre. On a l'impression là, que tu t'es fait ramasser, puis qu'on t'a lancé quelque part, puis que c'était très, très, très abusif. On a senti beaucoup de violence, beaucoup, beaucoup de choses très graves et dramatiques. Moi, à cette époque-là, je m'en fous. Moi, je vais mieux. Ouais. Fait que je veux même pas savoir Ça, qui, quand, quoi, qu'est-ce qui est important. Tout ça, moi, je vis, là. Oui. Je suis comme, je suis en expansion, je peux enseigner avec les étudiants. Ils peuvent faire le bruit qu'ils veulent, tout va bien. Mais ce que là où je veux qu'on mette notre attention, c'est quand est-ce que ça commençait? Ça commençait quand le bruit des étudiants commençait à travailler ensemble. Et dans l'histoire du scénario antérieur, puis je vais quand même pouvoir en parler, je sais que ça fait éclater pour les téléspectateurs, mais quand même... Nos téléspectateurs sont habitués. OK. Parfait. Je vais oser y aller. C'est comme s'il y a eu un scénario d'un espace, d'un autre temps ou d'un autre lieu. Je ne veux pas nécessairement le catégoriser dans le temps parce qu'on sait que le temps n'existe pas, mais j'ai quand même été... je suis une personne qui est très attirée par l'univers des Autochtones depuis que je suis toute petite et l'univers des Africains. J'ai quelque chose qui se passe où j'ai 6 ans, très jeune, et je dis à ma mère, peut-être que c'est le programme de Vision mondiale, là. Ma mère me faisait écouter Vision mondiale, j'hallucinais, puis je m'étais dit, on va aller chercher dans les oiseaux de métal, on va aller chercher, maman, tous les petits en Afrique comme ça qui meurent avec les vautours qui les mangent. J'étais très sensible à ça. Ça a été très important, mais aussi tout ce qui était arrivé aux Autochtones. Alors, puis très jeune. Donc, je me dis, on ramène des mémoires. J'ai fait plein de recherches, des études là-dessus. On ramène. Si on écoute nos enfants, on peut entendre d'où ils viennent. Et ça, c'est fascinant. Donc, mon histoire, c'est que, théoriquement, de ce dont je me souviens, et ce que je suis capable de mettre des mots, particulièrement par le rêve, dans le scénario, je suis une Indienne Cheyenne. Je ne savais même pas que les Indiennes Cheyennes existaient à cette époque-là. J'ai fait des recherches après. Donc, je suis une Indienne Cheyenne. Et je m'en vais au village. Je me vois aller au village, aller chercher de l'eau. Et au retour, le village est saccagé par les Iroquois. Et je connais pas, je sais pas c'est qui les Iroquois, je ne connais pas, c'est pas cette culture-là et tout. Et là, les Iroquois sont comme...
Ils ont mis le feu, ça sent la fumée, c'est le désastre. Ils ont pris plein de personnages, ils ont scalpé du monde, ils attaquent. Et moi, je me fais attaquer par en arrière. Bang! Je me fais ramasser, je me fais mettre sur le dos. Et là, il y a du viol collectif. Et à la fin, il me coupe le cou et je perds tous mes boyaux. Et moi, mon toc ou mon obsession, quand je vivais l'expérience, c'était je vais m'évanouir et je vais perdre tous mes boyaux. Et je vais être humiliée. Et eux vont avoir cette vision de ça. Et je peux pas. Je peux pas. Fait que je sortais de la pièce, je respirais. OK, tes étudiants, les bruits te rappelaient à cette mémoire-là. Exact. Les bruits me rappelaient ça. Puis là, tout devenait vert. Puis j'avais même l'odeur du feu qui était là. Fait que c'est comme si dans la boîte mémorielle, tous les paramètres sont dans ces boîtes-là. Et à partir de ça, parce que là, je commence à comprendre tout ça, je me dis, OK, là, il y a quelque chose de plus grand qui existe. Là, je commence à être curieuse. Puis là, de cette curiosité-là, j'apprends les états altérés de la conscience. Mais j'avais déjà lu le fabuleux livre, il y a beaucoup de déclencheurs parce que je veux le dire, Dr. Murphy avait écrit sur... La puissance du subconscient. La puissance du subconscient. Et ça a été un événement majeur. Tu sais, il y a des livres qui sont des livres initiatiques. Et quand on lit ce livre-là, ça déclenche et ça ouvre la connaissance. Et moi, je crois que ce livre-là a ouvert beaucoup de conscience. Oui, exactement. On l'a su un petit peu par après. Hein. C'est souvent comme les artistes, ils ont l'honneur de leur création quand ils meurent. C'est comme conversation avec Dieu. Ouais, Mon Dieu, exact. conversation avec Dieu. Ouais. Oui, c'est des livres initiatiques qui permettent avec les mots de... En passant, je suis en train d'en écrire un. Ça s'en vient. Je me mouille, mais ça s'en vient. Il y a quelque chose de vraiment hot qui s'en vient de ça. Vous êtes deux en train de vous plonger dans cet univers-là. C'est vrai, t'es aussi Ouais. en train d'écrire. Ouais. Wow. C'est Ouais. merveilleux de mettre des mots sur des processus. Non, canalisé. Wow! C'est un autre sujet. Ouais, ça sera un autre sujet. Ça serait un autre sujet. Ouais. Fait que si je veux juste pas perdre le fil, Oui. fait que le fil fait en sorte, parce que tu m'avais demandé c'était quoi ton fil puis comment ça a conduit. C'est qu'à 16 ans, je découvre ça. Je sais qu'on peut reprogrammer le subconscient. Après ça, vers 20 ans, je vis l'expérience que je vis. Donc, c'est très jeune pour vivre ça. Puis après ça, je me forme à la respiration holotropique. Et là, je fais des recherches parce que moi, je suis très autonome. Dans le sens où, quand quelqu'un me donne une formation, il me donne une formation et moi, perso, je vais chercher toutes les racines et les possibilités de ça dans le maître qui l'a amené. Je veux savoir d'où ça vient. Puis quand je vais chercher ces ressources-là et ces racines-là, ça m'amène sur l'hypnose. Et là, je me dis, OK, l'hypnose existe. Puis là, j'ai commencé à apprendre ça. Et moi, je suis une intense. Je suis sortie, puis j'ai dit, oui, la vie, là, j'ai fait comme amenez-en du stock. Fait que j'ai commencé à étudier. J'ai étudié online, j'ai été chercher des formations en ligne. Je te dirais, si tu sais le nombre d'investissements que j'ai faits, de toutes les connaissances et les livres que j'ai lus, et les bibliothèques, et tout ce que j'ai mangé de façon boulimique au niveau de la connaissance, pour être capable de l'amener maintenant avec sagesse et beaucoup de légèreté, puis une compréhension globale de ça. Et là, c'est resté dans ma tête. Et moi, je suis une enseignante, donc je suis à temps plein. Je suis aussi monoparentale, c'est-à-dire que je m'occupe de 2 enfants en même temps que je travaille à temps plein. Alors, la pieuvre fait ci, fait ça, fait ci, fait ça. Puis en plus, je me forme. Et là, j'ai des clients pro bono pour pratiquer mes trucs le soir, les fins de semaine. Puis je vais faire mes formations les fins de semaine. Je suis là-dedans. Alors, je fais cette boulimie-là, j'apprends. J'intègre. Et parce que ça a fait quelque chose sur moi, je ne peux pas faire autrement que d'être un pont. Alors, ça a joué sur tous les paramètres à l'intérieur de moi et ça m'a sécurisée. Et je vous dirais que je n'ai peur de rien à ce jour. Les Voix de l'Invisible podcast s'associent avec Teology Skincare, une marque innovante qui infuse de véritables feuilles de thé dans ses soins pour la peau. Des produits véganes, sans cruauté, aux ingrédients naturels qui respectent votre corps et la planète. Parce qu'on croit que prendre soin de sa peau, c'est aussi prendre soin de son âme. Découvrez leur univers sur theologyskincare.ca. Marie, c'est tellement drôle. Permets-moi juste de t'arrêter quelques secondes. Parce que notre équipe de tournage,
savait que tu t'en venais, puis on dit, ah, qui c'est qui s'informe sur nos invités. Quand on a parlé d'hypnose, il y a eu certaines réactions de peur, parce que Mesmer ressort. Oui. Et toi, ça doit être... Mais c'est pas Mesmer, c'est Mesmarie. C'est ma petite blague pouit que je fais très souvent. Mais il y a quand clairement, même... toi, ça revient là, dans ton quotidien, Tout cette le temps. espèce de peur-là. Non, Tout le temps. Il faut toujours que je démystifie. Oui. Tout le temps. Mais j'aimerais ça que tu le démystifies pour je nos le auditeurs. démystifie. Mais je veux mentionner quelque chose avant. Oui. La minute que tu as parlé d'hypnose, puis la minute que tu as dit que ça rentrait dans ta vie, là, l'énergie a switché. Ouais. On ressent vraiment, là, on dirait la passion, mais c'est comme un enfant dans un terrain de jeu. Là. La pièce, c'est comme... Illuminé. Illuminé, mais toi aussi, là, parce Ouais. qu'en fait, c'est ton expansion qui a pris dans l'espace. Puis j'imagine qu'on va le voir à travers l'écran, mais je voulais le mentionner à quel point c'est magnifique. Ah, mais C'est c'est magnifique. Et merci de le voir aussi, parce qu'il faut comprendre aussi qu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, j'ai été pionnière dans le truc et j'ai vraiment été obligée, je dirais pas de me battre, mais il a fallu vraiment que je fasse des preuves et ça m'a coûté cher au niveau énergétique, au niveau de tout ça. Puis, tu sais, les preuves les plus difficiles, c'est avec notre propre famille parce que notre propre famille ne verra jamais l'évolution que l'on a fait. Ils vont nous prendre dans l'âge que l'on a quand ils nous ont construits. Mais ils ne savent pas tout ce qui a été vécu, tout ce qui a été appris, connu et tout ça. Quand on change à tous les jours. Et tu savais qu'on n'est pas prophète dans notre propre pays, dans notre propre domaine. Donc, oui, c'est ça. Puis c'est sûr que quand je parle d'hypnose ou d'état altéré de la conscience, peu importe la façon dont ça se fait, c'est vraiment mon âme, ma vibration qui a en mission d'amener sur la Terre cette information-là. Et je pars quand même d'être une personne qui est un avatar de transmission. Je transmets, j'ai appris, j'ai fait mes lettres de noblesse et tout ça. J'ai appris aussi avec les grands de ce monde en développement personnel. J'ai eu des formations avec Wayne Dyers, Anthony Robbins. J'ai marché sur le feu en 79 à Boston. Je veux dire, c'est comme, on dirait que ça ressort. C'est comme la mode du pied de poule qui revient, là. Tu sais, on dirait que... Ben, en fait, c'est la vie qui évolue, je crois. C'est ça, tout à fait. Mais... Si on revient sur comment, en fait, aborder l'hypnose sans y avoir peur, tu sais, en fait, de mieux la comprendre, de mieux... Alors, c'est ce qu'on disait, c'est que là, ce qu'on a accès en populisme ou en popularité, c'est Mesmer. Et Mesmer, qu'est-ce qu'il fait? C'est que c'est génial, mais il faut comprendre aussi que Mesmer a été hypnothérapeute avant d'être Mesmer sur la scène. Et ça, c'est intéressant. Et Mesmer utilise on va appeler ça du pushing de suggestion. Donc, c'est de l'hypnose d'impact et de l'hypnose de spectacle. Donc, je vais utiliser la possibilité de transférer de niveau de conscience, mais je vais induire ça très rapidement. Puis après ça, je vais devenir le leader de quand je donne une suggestion, vu qu'il est hyper suggestible, il va faire ce que je donne comme information. Alors que quand on travaille en hypnose pour la personne, on entre dans la carte du monde de la personne et on vient au service de la personne dans son univers à elle. Donc, le thérapeutique n'est pas du tout la même chose. Le spectacle, c'est pour impressionner. C'est un big show. Et c'est intéressant parce que du spectacle, ça met sur la map l'hypnose. Et l'hypnose, il n'y a personne qui joue dans ta tête. Il n'y a personne qui a le contrôle de tes états à l'intérieur de toi, à moins que tu ne le veuilles. Et parce que les gens le veulent aller sur la scène, et c'est comme inconscient, c'est comme j'aimerais ça, moi, avoir l'attention, j'aimerais ça, moi, aussi faire le pestac. J'aimerais ça être populaire, être vu. Mais on ne sait pas qu'est-ce que la personne porte dans son inconscient au niveau de l'anxiété, au niveau des stress, au niveau de tout ça. J'ai récupéré beaucoup de personnes qui ont été au spectacle de Mesmer et qui sont revenues et qui ont commencé à faire de l'anxiété. Ben oui. Alors, faut démystifier que l'hypnose de spectacle, c'est un jeu. It's a game. On monte sur la scène, on fait du capital financier sur toi, puis on profite de ça pour faire rire les gens, entertainment. Et ce que ça vient faire, puis moi, j'ai récupéré une dame en particulier qui avait fait oublier son nom, là.
Il a fait oublier son nom. Okay? Elle s'en rappelait plus toujours aujourd'hui. Non, mais c'est pas ça. C'est que là, elle a commencé à se dire, j'ai ressenti qu'est-ce que c'est l'Alzheimer. Oh. J'ai eu tellement peur, puis sa mère est décédée d'Alzheimer. Fait que là, vois-tu le programme? Fait que là, on rentre dans un programme de fear, de peur, d'inquiétude, d'anxiété. Et là, il a fallu aller déformater ou déprogrammer cet espace-là à l'intérieur d'elle, où est-ce qu'elle a allié des croyances avec un phénomène qui a été vécu, qui a été expérimenté. Donc, je suis pas certaine. C'est correct, l'entertainment. Je suis d'accord avec ça. Parce que j'ai utilisé quand même dans mes formations, j'ai utilisé le meilleur de tous les types d'hypnose. Parce qu'il y a beaucoup de types d'hypnose. Il y a autant de types d'hypnose qu'il y a de personnages qui le pratiquent. Je veux dire, moi, l'hypnose que je fais, c'est l'hypnose globale. Puis c'est un mélange de ça, mais c'est finalement l'hypnose de Mess-Marie, le boulanger. Je peux pas être autrement que ça. Il faut intituler le titre de notre podcast de celui-là. Mess-Marie is in the house. Exact. Mais quand même, le spectacle, c'est quand même bien parce que ça a mis sur la sellette que c'est une dimension qui existe. Oui, exact. Bravo. Ouais. Et merci et non merci pour la partie où est-ce qu'on accompagne les gens. Ouais. Ça n'a rien à voir. Ça a à voir un peu avec de l'éricksonien. Fait que là, il y a la partie du profiléricksonien qui est arrivée. Dans l'éricksonien, c'est je mets des suggestions, je propose des suggestions quand la personne est en état altéré, je propose des suggestions et si elle est acceptée, le comportement ou le programme s'altère. Donc, j'ai pris une partie de ça, mais que c'est pas des scripts, c'est pas des textes. Et j'ai pris le meilleur aussi de l'hypnose humaniste. L'hypnose humaniste, c'est de faire des voyages dans des scénarios qui viennent d'un autre monde, d'une autre planète, d'un autre espace. Une grande dame qui vient de décéder aux États-Unis, j'ai oublié son nom. Oui. Elle faisait ça, elle allait chercher de l'information par rapport à, je pense, des extraterrestres et tout ça. Là. Oui, tu sais de qui je parle? Ben oui, je sais de qui tu parles. En tout cas, bref. Mais si tu veux trouver son nom, tu vas placer tes yeux en haut à gauche. Va placer tes yeux en haut à gauche. Ouais. Puis, je vais quand même te donner un petit hint. Tu vas juste comme prendre ton menton un peu comme Einstein le faisait, comme ça ici, puis juste ramener ton attention à l'intérieur de toi, puis te dire que ça commence par Dolo. Dolores Cannon. Ouais. Tu vois, on a fait du live Dolores Cannon. Tu connais-tu Dolores Cannon? Non, pas du Oh tout. my God. Ah, Grande dame, pareil. grande dame. Qui a amené beaucoup de sagesse. Très grande dame qui a amené l'hypnose, qu'on va appeler l'hypnose dite spirituelle. Et l'hypnose spirituelle, le principe, c'est d'aller dans l'autre monde. C'est pas de la canalisation, c'est une expérience qui est en expansion de conscience où on se rend dans des dimensions où est-ce qu'il y a de l'information. La canalisation, c'est plutôt en individuel, mais les autres, ils ont travaillé en équipe de 2. Puis là, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle avait la curiosité, parce que quand tu rentres dans ce domaine-là, l'énergie est tellement amour, que on s'en foutu de savoir si les carottes bouillent à 30 degrés. Là. On se fout de ça. On est comme là. Fait qu'elle, elle a été cherchée, puis elle était l'intellect de la personne, puis elle a posé des questions. Comment ça fonctionne, la mort? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des extraterrestres? Est-ce qu'il y a des vagues? Puis là, ils ont plein d'informations qui ont été amenées là-dessus. Fait qu'il y a une partie de ça que moi, j'ai récupérée, qui n'est pas de l'hypnose spirituelle, qui est plutôt comme un port d'accès à l'expansion de conscience. Et là-dedans, tout existe. Donc, chez nous, on appelle ça une approche expérientielle. Parce qu'on a compris quelque chose. Avec l'expérience, j'ai compris quelque chose. Je peux avoir toutes les connaissances du monde dans des livres. Je peux avoir toutes les connaissances intellectuelles, la compréhension de tout ça, tant que ça n'a pas fait le pont dans mon corps physique et dans mes cellules, je ne peux pas l'intégrer comme étant un concept qui est là. Et ce qui est fascinant de comprendre tout ça, c'est que le langage de l'inconscient n'a rien à voir avec notre langage. C'est un peu comme j'ai vu des personnes qui faisaient du light work. Là. Moi, je light language? Oui! Light language. Notre prochaine invitée, elle va faire ça. C'est vrai! Écoute, ça me flabbergaste. Ça fait comme, oh my goodness! C'est un autre langage qui rentre tout de suite. Oui, c'est comme... Exact! C'est tellement hot! Je fais ça, moi. Tu fais ça, toi? Oui, Marie m'entend depuis Wow! Et dans ma tête, de premier niveau, qui ne connaît pas ça,
je me dis... Ah non, mais moi, ce que je me dis, parce que je suis comme humaine aussi, hein, puis j'ai aussi tous mes doutes de tout ça, je me dis, voyons donc. Moi, je suis capable de faire ça. Check-moi bien. Mais Marie, te rappelles-tu peut-être enfant, on faisait ça? Oh my God! Ben moi, le light language, quand j'étais petite, je faisais ça, là, du langage comme ça. Je sais que j'ai des choses à travailler pour le débloquer. J'ai plein de choses à débloquer au niveau du chakra de la gorge et tout ça, mais enfant, on faisait ça. Mais Marie, aussi, peut-être, qu'est-ce qui me montre, c'est en revenant dans... Tu dis beaucoup autochtone et africain. Fait que peut-être qu'il y a beaucoup de réponses, en fait, de se connecter à ça, puis que ta voix et tout ce que tu as vu et qu'est-ce que tu as vécu, en fait. Parce que moi, personnellement, moi, je me suis fait dire que c'était africain. Je me suis fait dire ça 2 fois, que ce que je disais était africain. Puis que Mais là, c'est parce que tu piques toute ma curiosité. Là, je serais pas tranquille du tout. Mon cerveau intellectuel qui est vraiment en train de... ça serait un autre podcast, on fera un autre podcast. On va faire un autre podcast. Je suis d'accord. Moi, je dis oui. Parce que... Je suis vraiment contente. Giovanni aussi dit oui. Oui, Giovanni dit oui. Parce qu'un gros sujet que je veux qu'on aille, c'est l'hypnose médicale. Oui. Parce que là, on a parlé d'hypnose spirituelle, l'hypnose de spectacle, l'hypnose... Mais là, tu es sur quelque chose de gros. Qui est très vivant chez toi, en fait, en ce moment. C'est quelque chose de gros, de très vivant, mais aussi de... Pour ma part, je trouve ça très impressionnant. Donc, de tout ce qu'on connaît, l'univers de l'hypnose et l'univers de la médecine est très masculin. Il y a peu de... il y a beaucoup de personnages. Giovanni, d'accord. C'est un petit garçon. Oui, c'est ça. Donc, il y a peu de femmes qui prennent le lead dans ces domaines-là. Et en ce moment, j'ai fait énormément de lectures. Je viens d'un milieu scientifique. J'ai un bac en kinésiologie. J'ai une curiosité de tout ça et j'ai appris des grands aussi l'hypnose médicale. Fait que moi, ça vient de l'Europe. Puis en Europe, écoutez, ils sont à l'avance de notre temps. Donc, ils font des opérations sous hypnose et tout et tout. Et je me dis, si c'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou. Ça va fonctionner chez nous aussi. Et j'ai rencontré, j'ai rencontré une dame qui s'appelle Vicky Fortin. Et Vicky Fortin est arrivée chez nous parce qu'elle avait fait une formation en hypnose médicale à l'hôpital chez elle. Il y avait eu un projet pilote où est-ce qu'elle avait fait de l'évaluation et de la capacité d'utiliser l'hypnose médicale. Et elle n'avait pas assez d'informations parce que c'est quand même une formation de 5 jours qu'elle avait eue puis qu'elle n'avait pas fini finalement. Il y a eu la COVID, la dame est partie en avance puis elle n'a pas eu la dernière journée. Ceci étant dit, elle vient chez nous puis elle vient se former. Puis là, elle dit, « Hey, moi, là, mon rêve, là, c'est d'amener ça dans les hôpitaux. » Hey, Vicky, là, elle a allumé une boîte. Depuis que je suis petite, je voudrais que les hôpitaux puissent accompagner les enfants de façon douce, de façon consciente, de façon bienveillante, disons. Et là, on fait les recherches et tout. Et il y a beaucoup de recherches qui est faite. Il y a des recherches qui sont faites à l'hôpital Sainte-Justine. Il y a les ordres des psychologues qui font des recherches sur l'hypnose. Il y a les ordres de médecins qui font ça. Et nous avons eu la joie, la chance et le privilège de donner, il y a 1 an, notre première formation à des personnes qui travaillent dans les hôpitaux. Pas une formation assise à l'école ou en ligne. Une formation en présentiel dans la salle d'hôpital. Et ça a changé la game complètement. Pourquoi? Parce qu'il y a des anesthésistes qui sont témoins. Et justement, j'ai une histoire d'anesthésiste extraordinaire là, qui vient d'entrer. On donne la formation en hypnose médicale et on est vraiment la seule école au Québec qui avons ouvert dans les hôpitaux. Et ça, moi, je veux quand même reconnaître la vision qui est là depuis longtemps et l'atteinte de cette vision-là. Donc, je suis wowée par les expériences que l'on voit. Donc, Vicky, elle a commencé à beaucoup travailler parce qu'elle est dans ce milieu-là. Elle est technologue pas en hypnose aussi, mais elle est technologue en imagerie médicale.
Donc, dans tout ce qui est intrusif, donc ponction lombaire, des portes à cartes pour le cancer, tous les trucs qui sont intrusifs dans le corps, bon, au Children, à l'hôpital de Montréal pour enfants. Et elle est là, puis elle est une passionnée. Puis là, elle sait qu'elle peut faire ça puis accompagner. Fait qu'on s'en va négocier. On est aussi femme d'affaires. On s'en va négocier avec une fondation, la fondation qui est là-bas, puis on dit, écoutez, fondation, vous voulez innover, vous voulez vraiment être à l'avant-garde de ce qui se passe au Québec, on a la solution pour vous. On pourrait faire, puis là, Vicky a vendu beaucoup cette partie-là et on a eu des subventions. Et les fondations d'hôpital pour enfants de Montréal ont trouvé des fonds, justement, pour former des personnes. Fait qu'on était à notre 3e cohorte. Et là, ça n'arrête pas parce que on a eu une entrevue avec le CHU, et là, le CHU est intéressé. C'est juste que en ce moment, il y a eu des coupures budgétaires et tout, et c'est très difficile de trouver les fonds pour pouvoir accompagner ça. Mais le projet, il est là, et là, on va proposer ça à tous les hôpitaux jusqu'à ce que ce soit mondial, interstellaire, universel. Tu sais que Marie, j'ai posé l'intention quand on a fait notre pré-entrevue, que tu m'as parlé de ça, que notre podcast soit un véhicule pour qui a besoin d'entendre ce message. Est-ce que tu entends personne avec tes oreilles? Est-ce que tu entends? Parce que on veut que ça ouvre à beaucoup plus large. Ouais. Et ce que je te disais justement dans la pré-entrevue, je te disais, mon institut, l'école qu'on a créée, gagne à être connue. Ça gagne à être connu parce que c'est l'amalgame de beaucoup de temps d'expérience, beaucoup de compréhension, beaucoup de connaissances qui va permettre vraiment d'éveiller la conscience partout dans tous les domaines. Chez les enfants, chez les adultes, chez les personnes qui ont des handicaps, les atypiques et tout. C'est vraiment merveilleux. Marie, j'aimerais ça que tu parles parce que vu que j'ai une spécialiste à côté de moi, de quand on est sous anesthésie puis qu'on est dans une salle d'opération, parfois, bien que dans le fond, notre corps va emmagasiner qu'est-ce qui se passe dans la salle d'opération, même si notre mental s'en rappelle pas. Et j'ai raconté à Mélina que moi, quand j'ai eu une césarienne, parce que Mia est venue par césarienne, il y avait un grand drap entre elle et toi, vert, entre moi et l'équipe. Et je l'ai jusqu'ici. Puis j'étais consciente. Mais je me disais, quand on a parlé, ça m'a rappelé cette expérience-là, que ça parlait de qu'est-ce qu'ils allaient faire ce week-end. Qu'est-ce qu'ils ont acheté chez Costco qui est en spécial? Eux autres, là, ils étaient complètement déconnectés que moi, je donnais la vie. Là. Puis, probablement que ça a laissé des traces parce qu'on a revécu ensemble mon accouchement. Exactement. Et que tu es justement le pont à sensibiliser les chirurgiens, les anesthésistes, que quand il y a une salle d'opération puis il y a un être humain sur la table, il y a quelque chose qui se dépose dans les cellules. C'est super important de comprendre que quand on est anesthésié, c'est le mental rationnel qui est anesthésié. La structure inconsciente et le corps vont vivre l'opération comme une agression. Va l'intégrer comme une agression. Puis souvent, après, il va y avoir des mécanismes traumatiques qui vont faire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à prendre du poids, commencer à élargir un petit peu, ou va être beaucoup anxieux. Et le corps se souvient de toute forme d'attaque qui a été faite. Et même si je le fais avec douceur et amour et tout ça, il reste que quand je suis pas connectée, puis que je suis en train de parler du Costco, puis je suis en train de faire des choses comme ça, puis que je suis pas à 100% là. Mais c'est quand même exceptionnel ce que tu me racontes, parce que moi, j'ai été dans des salles médicales et je vous dirais que depuis que l'hypnose est là, de ce que j'ai vu, c'est la danse entre le chirurgien, le médecin, l'infirmière qui est là. Ils attendent. Il y a tellement de respect qui s'installe et c'est vraiment comme une valse de douceur pendant les processus que ça ressemble à quasiment du rituel de douceur et de beauté. Alors moi, je ne voyais pas. Ouais, c'est ça. C'est encore... Probablement qu'il se passait cette danse-là. Mais tout ce que j'entendais, c'est en fin de semaine, je suis allée à telle place, puis là, les scalpels se passaient d'une personne à l'autre, mais tu sais... Exactement. Fait que, puis, tu sais, c'est pas tant comme... Ce qui est très important, c'est pas tant ce qui s'est passé ou pas, comme comment toi, tu l'as vécu. Et c'est ça le plus important. Parce qu'on peut se créer... L'inconscient n'aime pas le silence. Et quand il y a du silence, l'inconscient rajoute des phrases et des mots qu'on connaît déjà. Ah, ben ça doit être pour ça qu'il m'a regardé de cette façon-là, donc ça doit être parce que je suis grosse ou parce que mon chandail n'est pas placé ou parce que. Et là, on s'invente toutes sortes de scénarios.
Et c'est ce scénario-là qu'on a envie de juste comme déconstruire et dire stop dans le kiosque là, à vendre des t-shirts à 6 000 $ puis de penser que c'est ça, puis se faire accroire plein d'affaires. Là, t'sais. Moi, c'est comme le kiosque, c'est le mental. Là. C'est vraiment la partie du mental qui loupe, là, qui tourne en boucle. Là. Fait que moi, je sors du kiosque, puis c'est quoi la réelle réalité? C'est ici maintenant. Marie, le temps je passe sais pas, tellement vite. Dis-moi pas que c'est la fin. On ne peut même pas concevoir. On a 60 minutes. On sait que le temps n'existe pas en état altéré de la conscience. Time and space doesn't exist. Mais on a des gens autour de nous. Alors, et on a d'autres invités qui s'en viennent, mais on pose tout le temps 2 questions à la fin, puis c'est toujours les mêmes. Ah, OK. Oui. Pour voir qu'est-ce qui ressort de chaque personne. Et l'une de ces questions-là est... Pour toi, Marie Boulanger, qu'est-ce que le concept de Dieu? Oh, moi, j'adore l'idée de ça. C'est la création, c'est la nature. Donc, symboliquement, la création, c'est la nature. Et quand l'homme arrive, il saccage la nature. Il se prend la nature comme ça. Le créateur ou la nature, c'est le principe féminin. Là, je sais que je lance quelque chose de grand. Le principe féminin, c'est une énergie qui accueille sans condition, qui respecte sans condition, qui offre l'amour et la bienveillance sans forcer la vie, sans rien faire. Pour moi, ça, c'est Dieu. Et je l'avais dit depuis tout le temps, Dieu, c'est une femme. Une Moses de Soul Sister. Une belle. Oh, merci c'est plus ça pour le partage-là. Ouais. On a reçu la douceur jusqu'ici. C'est comme... ça faisait du bien à notre utérus d'entendre ça. C'est un gros portail, ça. Je suis contente d'avoir été... Oui, il y a un énorme portail, ça, qui amène plein de beauté sur la terre. Et autre question. Oui. Si la petite Marie serait devant toi en ce moment, qu'est-ce que tu lui dirais? Avec ton bagage de 56 années derrière toi. Cette question-là me perturbe. Je m'excuse, ça va me toucher vraiment beaucoup. Si j'avais pu être l'adulte et l'accompagner dans cet adulte-là que je suis aujourd'hui, à cet enfant-là, j'aurais dit... Tiens-moi la main. Fais-moi confiance. Et c'est aussi un message que j'ai entendu quand j'étais très petite et que j'ai fait une grande crise d'anxiété. Je ne sais pas si je peux le dire, mais j'ai quand même rencontré une créature de lumière à un moment donné, très jeune, où est-ce que j'étais incapable d'être avec moi-même et cet espace de lumière m'a dit « Tiens-moi la main. Tout va être correct. » Et c'est ça que je lui dirais, tiens-moi la main, que mon adulte intérieur puisse te tenir la main, pas rien d'autre de l'extérieur. Donc, je mets tout mon espoir dans mon petit moi, parce que chez nous, le petit moi, c'est la partie d'inconscient. Et c'est ce qui régule et organise 100% de tes décisions. Là, il y a plein de statistiques qui gossent, là. On va dire 70%, 100%. Je te dirais que 98% de tous tes comportements sont gérés par ton petit moi. C'est pas l'enfant intérieur blessé, c'est le principe archétypal de l'enfant qui est la conscience émotionnelle à l'intérieur de ton être spirituel. Wow! Oh! Quelle sagesse! Ouais, ça me prend. Marie, on te laisse peut-être dire des choses que tu n'as pas eu le temps, puis peut-être rediriger aussi nos auditeurs qui veulent te suivre, te joindre, t'écrire, aller faire tes formations. Oui. Donc, on a construit un temple qui s'appelle l'Institut d'hypnose globale du Québec. C'est un temple très féminin, mais en même temps aussi axé sur de la formation professionnelle. J'ai besoin de le dire parce que notre approche, elle est très différente de toutes les autres écoles d'hypnose que vous allez contacter. Et je dis pas que c'est mieux ou que c'est pas bien ou que c'est ci ou que c'est ça. Je dis qu'on offre des formations pour monsieur, madame, tout le monde qui débute, qui veulent commencer à comprendre comment ça fonctionne.
l'auto-hypnose, comment je peux faire moi pour m'accompagner. Après ça, on va commencer à évoluer. Mais moi, je sais très bien que quand tu prends le cours de base, tu ne peux pas faire autrement que de dire « je veux continuer ». Et j'ai même des personnes qui continuent au niveau professionnel, j'ai des médecins maintenant, j'ai des psychologues, j'ai vraiment une femme médecin qui vient de l'Afrique, justement, qui a fait sa formation et elle a ramené ça en Afrique pour faire de l'hypnothérapie et accompagner les personnes en Afrique. Donc, ça touche un peu partout. Donc, on a 2 grandes formations professionnelles. On a le clinicien en hypnose globale qui est 520 heures de formation. Après ça, vous êtes outillé pour accompagner des gens en thérapeutique. Et l'autre partie, c'est vraiment la partie la plus puissante. On appelle ça la maîtrise, maître hypnothérapeute, où on va chercher tout l'axe d'approche du transgénérationnel, tout l'axe d'approche des plans expérientiels parallèles, on va appeler ça, et la maîtrise. Donc, c'est 1270 heures. Donc, il y en a pour tous les goûts. Et je vais juste raconter que j'ai une dame qui était venue faire la formation. Elle a dit, moi, je fais ça juste pour moi. 2e formation, je fais ça juste pour moi. 3e formation, je fais ça juste pour moi. 4e formation, je fais ça juste pour moi. Elle a 70 ans aujourd'hui. Elle a pignon sur rue à Montréal. Oh, ouais. Elle accompagne sa gang de bridge, ses amis, d'histoire. Trop cool. Elle est là et c'est ça qu'elle fait comme retraite. Elle a retrouvé qui elle est. Elle porte sa crown. Elle est magnifique. Et ça, c'en est une d'eux autres. Mais tous ceux qui sont diplômés chez nous portent leur couronne. Ils ont leur couleur. Ils sont pas Miss Marie Boulanger. Ils sont pas Miss. Ils sont Miss Sophie, Miss Linda, Miss Jonathan. Miss Mélie puis Miss MC. Yes! Right! Yes! Cool. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire comme mot de la fin. Donc, si vous voulez vous rediriger chez nous, c'est iagdq.com. C'est là et tout se passe là. Merci, Marie. Merci vraiment. Bien, je pense que c'est moi qui vous remercie. C'est un bel échange et beaucoup en chamanisme, on va retrouver ce qu'on appelle le partage équitable ou l'équanimité, l'équilibre au niveau des âmes, où il n'y a pas de plus haut, où il n'y a pas de plus bas. Chez nous, mon logo, c'est vraiment un mandala et c'est ce que je porte vraiment au niveau de l'enseignement. Donc, on n'est pas dans une structure pyramidale, bien qu'on a des techniques dans une pyramide, mais on a dans le mandala où on se tient et on tisse et métisse tous ces liens-là ensemble et on est en équanimité, en relation d'équitabilité d'âme. Donc, voilà. Marie, merci beaucoup, vraiment. C'est fou le parcours qu'on a communément partagé parallèlement et tout ça, puis d'avoir eu l'occasion de faire cette entrevue-là avec toi. C'est vraiment un cadeau. Ouais. Vraiment beaucoup. Ouais, la vie peut être pleine de surprises. La vie Vraiment. est pleine de surprises et moi, je pense qu'il y a un grand plan. Et dans ce grand plan-là, ben, c'est de pouvoir remettre, échanger. Et vraiment, disons, le symbolisme, hein, j'ai vraiment comme oublié de parler que je travaille en symbolisme. Le langage de l'inconscient, c'est du symbolisme. Ce sont des archétypes, ce sont des scénarios intérieurs. Et dans mon scénario intérieur, tu es là depuis très, très longtemps. Et à chaque fois que j'accompagne quelqu'un dans la conscience, quand je fais des rituels ou des suivis, à ce moment-là, j'amène vraiment tout le monde dans ce mandala-là pour qu'ils reçoivent énergétiquement toutes les tenants et aboutissants de toutes les réparations, les réécritures qui se font partout. Donc, mon planning de vie, c'est aussi ce qu'on est en train d'échanger, que ce soit pour plus grand également. C'est-à-dire que ce qu'on fait là, on le fait pour les femmes, pour les hommes de la planète, mais aussi pour la végétation, la nature et le créateur. Voilà. Ouais. Voilà. On se voit un prochain podcast. À bientôt! On vous attend pour le prochain épisode.